Marion Rouquette, je suis chargée d'études biodiversité et planification à l'agence d'urbanisme développement durable de Lorraine-Nord, donc située sur l'agglomération de Longwy. Donc pour ceux qui ne connaîtraient pas trop la Lorraine, donc on est vraiment au nord, on est sur un territoire frontalier Luxembourg, Belgique, France, donc avec des problématiques aussi qui sont différentes de celles du territoire de Toulouse. Mais quand même, sur les sujets nature en ville, je pense que ça, on se retrouve sur l'ensemble du territoire, même français. Donc aujourd'hui, en fait, je vais vous présenter le guide nature en ville qui a été fait en co-construction avec le réseau des 7 agences d'urbanisme dans le Grand Est. Donc rapidement, pour ceux qui ne connaissent pas les agences d'urbanisme, donc nous sommes des associations loi 1901. On est un peu un outil d'ingénierie au service des collectivités et des élus. Donc on travaille sur un territoire avec des collectivités ou des communes qui sont membres. L'État aussi fait partie des membres des agences d'urbanisme. Et du coup, souvent on est là pour essayer de créer des outils qui pourraient être utiles donc aux collectivités. Et donc là, pour ce guide nature en ville, en fait, c'est grâce à la région Grand Est, en fait, sous l'impulsion de la région Grand Est, qu'on s'est mis à travailler ensemble avec les 7 agences pour proposer donc un guide un guide sur la mise en œuvre en fait des outils de planification avec les enjeux nature en ville. Donc voici, je vous ai mis une petite illustration donc ça c'est la première de couverture du guide. Donc je ne vais pas passer en revue tout le guide vu que c'est quelque chose qui est assez massif, mais je vais plutôt me concentrer aujourd'hui sur une des thématiques de ce guide. Donc, pourquoi on a fait ce guide? Donc, c'est un guide à destination des élus et des techniciens donc, de la région Grand Est, mais on a aussi pris des retours d'expérience très variés sur la France entière, donc il est très bien, il est possible de pouvoir l'utiliser donc même ici. Ce guide a pour but donc de sensibiliser les élus et les partenaires à la nature en ville et en milieu urbain, mais pas que. C'est pour ça qu'on l'a nommé aussi nature en ville dans les villes et les villages, parce qu'on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas qu'en ville qu'il fallait réintroduire la nature en ville. Les villages aussi, certaines petites communes ont besoin un petit peu d'une éducation à la nature en ville. Donc, j'ai un exemple tout bête, la commune où j'habite, donc 600 habitants à peu près. Ils ont refait un parking à côté de la mairie. Avant, c'était des anciens jardins qui appartenaient à un petit lotissement qui était sur le côté, des jardins potagers. Et puis, ils ont tout bitumé, ils ont fait un parking de 35 places. Et donc, on se rend compte que c'est pas forcément que dans les grandes métropoles où on imperméabilise et puis on détruit des fois des jardins ou des espaces de nature. C'est aussi le cas dans les petites communes. Donc ce guide met en lumière à travers les documents de planification donc tous les enjeux liés à la nature en ville, mais pas que. On sait très bien que les documents de planification ne sont pas les seuls outils pour mettre en avant la nature en ville. Il y en a aussi d'autres, mais dans ce guide, on se concentre particulièrement sur les PLUI, SCOT, de donner des exemples de mise en œuvre de la nature en ville. Ce guide répond aussi, donc il faut savoir qu'on l'a créé, je crois qu'il est sorti en 2019, on l'a commencé en 2019, ça correspondait aussi à l'élaboration du SRADET de la région Grand Est, où dans ce SRADET donc, il y avait différentes règles, et notamment une règle sur la nature en ville, donc, qui était de préserver et accroître la nature en ville à travers la définition d'orientation, d'objectifs, de mesures, de recommandations ou d'actions en s'inscrivant dans la logique de la trame verte et bleue et en privilégiant les espèces locales. Donc voilà ce qui était dans les règles du SRADET. Et puis après, la région disait en gros, maintenant il faut le décliner dans les SCOT et les PLU, PLUI. Et il y a aussi une deuxième règle sur limiter l'imperméabilisation des sols. Donc en fait, avec ce guide, on essaye de... Maintenant qu'on a ça sous les yeux, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement dans les SCOT et les PLU, PLUI pour mettre en œuvre ces règles-là. Donc dans les différents objectifs du SRADET, je vous ai entouré là, par exemple l'objectif de la place de la nature et de l'eau en ville. Donc c'est le sujet aujourd'hui où je vais me focaliser.
Et bien évidemment, il y a aussi améliorer la qualité de l'air, on a reconquérir les friches, pardon. On a un territoire assez marqué par l'activité minière et sidérurgique qui nous a laissé de très nombreuses friches. Préserver bien sûr et reconquérir les trames vertes et bleues et protéger et valoriser le patrimoine naturel. Donc ce guide, on l'a décliné on a fait le choix de le décliner en 7 grosses thématiques, sachant qu'il a fallu faire des choix. On voulait faire une thématique aussi spéciale sur les friches, mais il y avait d'autres acteurs en fait qui travaillent déjà sur ces sujets-là et qui du coup ont décliné et ont fait des guides vraiment axés sur le sujet des friches. Donc là, on avait la biodiversité en milieu urbain, la végétalisation des espaces urbains et du bâti, l'imperméabilisation des sols, la désimperméabilisation des sols, donc c'est un petit peu le sujet où je vais faire un petit focus aujourd'hui, la renaturation des cours d'eau, la végétalisation des franges urbaines et la lutte contre les espèces invasives. Le dernier sujet, c'était une demande spécifique de la région parce que, voilà, enfin, j'imagine, ici aussi, je pense qu'il y a des problématiques sur les espèces invasives. Mais c'était un sujet qui était très peu traité et dont on ne savait pas comment faire justement dans les... Enfin, on pensait que ça n'avait pas spécialement la place dans les documents d'urbanisme pour vraiment mettre des préconisations sur les espèces invasives. Donc là, sur la désimperméabilisation des sols, donc, le guide est construit où sur chaque thématique, en fait, on explique les enjeux de manière assez pédagogique. On met énormément de schémas explicatifs, là, comme celui qu'il y a là sur la diapositive. Donc on explique vraiment les objectifs et les enjeux par thématique. Donc là, sur la désimperméabilisation des sols, on est vraiment dans un objectif de renaturer les espaces imperméables afin de contribuer à l'amélioration de la biodiversité, de diminuer, donc forcément ça va diminuer le phénomène de ruissellement des eaux pluviales et le risque d'inondation. On va lutter aussi contre le changement climatique et les îlots de chaleur urbaine. Donc, je ne vais pas redécliner tous les enjeux qui ont été présentés par Pascal. Et retrouver aussi des espaces de pleine terre et améliorer le cadre de vie. Donc ce guide, une fois qu'on a décliné les enjeux, en fait on propose des grandes orientations à mettre justement dans les différents documents d'urbanisme SCOT, PLUI. On veille aussi à bien préciser qu'il n'y a pas juste dans les SCOT et les PLUI qu'on peut répondre à ces grandes orientations, mais qu'on a aussi d'autres moyens mobilisables comme les SAGE, les SDAGE, les schémas de gestion des eaux pluviales. J'ai oublié aussi les PCAET par exemple, on en parlait tout à l'heure. Donc voilà, ces grandes orientations, en fait, ensuite on les décline en proposant des règles ou des préconisations à mettre dans les différentes parties, par exemple du SCOT. Qu'est-ce qu'on doit mettre dans un PADD? Qu'est-ce qu'on peut mettre dans une OAP, dans le DO? Enfin voilà, c'est vraiment de pouvoir décliner dans chaque partie des différents documents d'urbanisme ces grandes orientations, comment on les décline et en faire des propositions. Donc là, par exemple, sur la désimperméabilisation des sols, on propose aussi des outils ou des études qu'il faudra un petit peu faire en amont de l'élaboration de ces documents. Par exemple, ce serait de recenser aussi sur le territoire les friches, les parkings, les cours d'école, enfin tous les secteurs où il y a une forte imperméabilisation des sols, de bien entendu les hiérarchiser, ces espaces, parce qu'on ne peut pas tout désimperméabiliser en même temps. Il y a des secteurs qui sont à prioriser. Et donc voilà, c'est tout ça qu'on décline dans ce guide. Et on parle aussi... ah oui, non, j'ai inversé. Bon, c'était la partie sur les exemples, donc, par exemple, d'un DO de Scott. On propose, voilà, on s'est un petit peu creusé la tête entre agences et on a essayé de proposer des rédactions en fait à mettre dans les DO, dans les OAP, dans tous ces documents-là pour que quand un élu ou un technicien se dise tiens, comment je veux faire pour désimperméabiliser ma ville, qu'est-ce qu'il faut vraiment que je retrouve dans mon document de planification pour que c'est sûr que ce soit pris en compte. Voilà, on a fait cet exercice de proposer du coup des styles de rédaction. Alors bien entendu, c'est pas du tout... on peut très bien se servir de cet exemple-là en base, mais après l'adapter à chaque territoire et pouvoir ensuite se l'approprier correctement. L'exemple de l'OAP thématique eau, alors ça c'est quelque chose qui
n'est pas très développé, en tout cas dans le Grand Est, je sais pas ici. Mais voilà, c'est quelque chose, les OAP thématiques, c'est assez nouveau, et on trouvait que de rester à l'échelle sectorielle pour traiter la désimperméabilisation, c'est du coup un peu réducteur, de s'arrêter que sur les zones à urbaniser. Mais une OAP thématique, ça touche l'ensemble, on peut délimiter certains gros secteurs, mais normalement ça touche l'ensemble de la collectivité ou de la commune. Donc voilà, par exemple en identifiant des secteurs au potentiel de désimperméabilisation, de décrire aussi ce potentiel et de les hiérarchiser suivant les priorités et les enjeux du territoire. Donc voilà, l'OAP thématique, pour nous, c'était une pièce qui est assez, pour décliner en tout cas les objectifs de désimperméabilisation assez intéressante. Et donc dans ce guide aussi, on énumère un certain nombre de retours d'expérience qu'on a trouvés, donc pas forcément dans le Grand Est. On a remarqué que sur la désimperméabilisation, bizarrement non, c'est lié je pense au risque inondation qui est un peu plus fort dans le sud. Nous les inondations c'est débordement de cours d'eau, mais maintenant beaucoup aussi ruissellement ça commence. Mais on n'a pas des phénomènes de 6 mois de pluie qui tombent en 2 heures. Ça c'est plutôt sur une accumulation de 2-3 jours de pluie où là ça commence à déborder. Donc on a pris l'exemple du SCOT du Grand Narbonne, donc je ne sais pas si dans la salle il y a des représentants de cette commune. C'est le CEREMA aussi qui a beaucoup travaillé avec le SCOT pour donc eux ils se sont focalisés sur les ZAE, donc c'est les zones d'activité économique, pour voir le potentiel à désimperméabiliser sur leurs différentes zones d'activité économique, où ils ont croisé plusieurs données. Ils ont regardé les données de sous-sol, les données de surface, du sol, et ils les ont croisés avec d'autres critères environnementaux comme la pente, savoir si on était proche d'une zone de captage, avec différents critères pour pouvoir faire ce classement qu'il y a sur la carte avec les zones en verte qui sont par exemple les secteurs les plus favorables, donc qui seraient les plus favorables en tout cas à la désimperméabilisation. Donc ils ont choisi de cibler les zones d'activité économique parce qu'ils se sont rendus compte que c'est quand même, ce sont généralement des zones qui ont un fort taux d'imperméabilisation. Et donc c'est pour ça qu'ils ont vraiment axé, en tout cas cet outil-là, ils l'ont vraiment appliqué exclusivement sur les zones d'activité économique. Et donc pour conclure, alors vraiment conclure sur la partie plutôt désimperméabilisation on s'est rendu compte qu'il fallait, ce genre d'intégration, c'est à anticiper le plus en amont possible de l'élaboration d'un document. Alors ça peut bien sûr se faire aussi en parallèle, mais quand même souvent c'est plus efficace d'avoir fait le travail avant pour pouvoir sereinement justement le mettre en œuvre dans les documents de planification. On s'est rendu compte aussi, nous en tant qu'agence d'urbanisme, on n'est pas forcément expert sur les questions de l'eau, et qu'on n'hésite pas à se faire accompagner par des structures comme les agences de l'eau, le CEREMA, le SAGE, je les ai pas tous mis, mais on s'est rendu compte que lorsqu'on fait des réunions d'élaboration de documents de planification, souvent on a l'État, on a les structures classiques, mais maintenant de plus en plus, nous en tant qu'agence d'urbanisme, on invite ces acteurs-là aux réunions, donc dès le début, dès vraiment les phases diagnostiques, pour pouvoir déjà, d'une part, sensibiliser les élus sur ces enjeux-là, parce que nous, on a un travail à la fois où on élabore le document, du coup, on a un certain discours, mais des fois les élus ne nous entendent pas forcément, et on sait que quand c'est dit par d'autres acteurs, ça peut être plus facile à assimiler. On a aussi l'association Adopta, qui, je pense, a fait une intervention, je crois que c'était hier. On les a fait venir sur une réunion dans l'élaboration d'un petit PLUI où ils sont venus faire un peu de sensibilisation auprès des élus sur les sujets de désimperméabilisation. Ensuite, évidemment, c'est aussi un moyen de répondre aux enjeux éviter, réduire, compenser. Ça, on l'a vite compris on l'a vite vu qu'en faisant comme ça ces secteurs de zones à imperméabiliser, on pouvait un petit peu dire si vous désimperméabilisez là, ça pouvait être des fois des moyens de compenser, moi j'aime pas ce mot-là, mais en tout cas de penser différemment une stratégie sur la désimperméabilisation. Et puis bien entendu, il ne faut pas hésiter à utiliser plusieurs outils aussi pour mettre en œuvre ces politiques.
parce que malheureusement, heureusement, le document de planification ne suffit pas forcément à pouvoir mettre en œuvre ces politiques, et que des fois, il faut quand même s'appuyer, enfin des fois, il faut intégrer tout ce qui est les préconisations des sages et des SDAGE, mais vraiment travailler, pas comme je ne sais plus qui l'a dit tout à l'heure, en ayant les documents côte à côte, mais vraiment pouvoir créer une synergie pour que ces politiques soient bien intégrées entre elles.